Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la biologie médicale après le Covid. Je vous propose donc de commencer la présentation. Alors, en 2 mots, cette présentation va porter sur 2 grands thèmes. Le premier volet qui sera présenté par Stéphane porte plutôt sur les éléments économiques et financiers, sur un petit bilan après ces 2 années qui ont été très bousculantes pour le secteur des labos. Donc, on va se consacrer dans un premier temps au volet économique et financier. Et dans un deuxième temps, on va se tourner vers la question des NAO, de la rémunération, sur comment les salariés ont bénéficié de cette période. Pour finir de parler de l'organisation, vous avez la possibilité de poser des questions sur ce webinaire. Nous vous encourageons à les poser par écrit, ces questions, on vous y répondra, on les traitera, alors soit en direct, soit peut-être après, ensuite, enfin, on verra. Mais en tout cas, posez vos questions par écrit et entre les 2 parties, on fera un petit temps où on fera un point sur les questions et vous pourrez également vous exprimer en direct. Merci oui, de partager l'écran. On va démarrer sur la partie économique, c'est-à-dire cette partie qui permet en fait de regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau financier pour les différents laboratoires suite à la période de crise sanitaire de 2020-2021 et puis presque début 2022, on va dire, par rapport aux enjeux financiers qui sont ressortis, et notamment par rapport à la structure économique et financière du secteur. Alors, le point de repère du secteur sur les différents intervenants de ce secteur, on a toujours, et pour ceux qui ont déjà participé au webinaire de l'année dernière, on a un secteur qui reste dominé par les groupes financiers et les fonds financiers qui sont toujours dominants sur le secteur et qui ont renforcé leur poids à la faveur de cette crise sanitaire. On l'avait déjà un petit peu évoqué précédemment, mais on vous a quand même remis cette répartition du marché des laboratoires de biologie médicale quand on regarde le nombre de sites. Entre 4 à 5 grands groupes qui sont aujourd'hui dominants sur le marché. 60% du marché des analyses médicales, c'est 4 groupes: Servalliance, Innovis, Synlab et Biogroup. Vous avez cette répartition sur le petit schéma qui vous est présenté. Cette répartition-là, elle met en évidence qu'on a un poids important de quelques grands groupes. On a aussi une réglementation qui était censée éviter la concentration de l'offre qui s'est avérée inefficace. On a une forte rentabilité de ces activités de biologie médicale, on l'avait déjà évoqué, et donc cette forte rentabilité et l'espoir de plus-value a attiré les fonds financiers. Aujourd'hui, on a des groupes de taille importante qui sont donc constitués par acquisitions successives. Là, vous avez sur la structure juridique des groupes les principaux actionnaires. Vous devez les connaître ou pas en fonction des groupes ou des entités juridiques auxquelles vous appartenez. Donc, Biogroup est détenu par des actionnaires plutôt biologistes et c'est le plus gros, avec des participations de la Caisse des dépôts et placements du Québec. On retrouve dans les fonds financiers des actionnaires qui sont plutôt positionnés aussi hors de France. Donc, pour Biogroup, c'est la partie Caisse des dépôts et placements du Québec, mais pour Cerba, c'est Equity, un fonds d'investissement suédois. Pour Innovi, le groupe Ardian, c'est un fonds français. Néanmoins, ça reste un fonds financier, un fonds d'investissement avec des participations minoritaires au capital de fonds des Émirats arabes unis, de Singapour ou des Pays-Bas. Synlab, c'est Saint-Venn, qui est un fonds d'origine britannique. Et puis Eurofin est, lui, coté à la Bourse de Paris. On a donc quand même sur ces principaux groupes financiers une majorité d'actionnariat et donc de contrôle, je dirais, quand même stratégique, qui est détenu par des fonds d'investissement. Alors, la décomposition juridique de ces différents groupes, pour vous retrouver
vous, à votre niveau, alors c'est juste sur la slide précédente, merci, vous retrouvez dans la colonne de droite les différentes entités juridiques auxquelles vous pouvez appartenir, c'est-à-dire que ces groupes-là sont organisés de façon juridique avec des filiales. Les noms des filiales permettent parfois de s'y retrouver. C'est sûr que quand on appartient à une filiale qui s'appelle Serballiance, on peut identifier qu'on est bien dans le groupe Serva, sur Innovi également. Et puis Synlab permet aussi de voir que, l'appartenance de ces entités juridiques à des grands groupes ou à des groupes de taille plus importante. Mais ce qui veut dire aussi que la représentation du personnel, elle se regarde, elle s'analyse au périmètre de ces différentes entités juridiques. Et donc, il peut y avoir aussi un phénomène de dispersion parfois de la représentation du personnel entre les différentes structures qui appartiennent à ces grands groupes. Juste pour repréciser aussi la dimension sociale de ces groupes de biologie médicale, le secteur comptabilise à peu près 50 000 salariés. Donc, sur ces 50 000 salariés, la moitié à peu près appartient du coup aux 4 premiers groupes, qui sont donc Biogroupe, Serballiance, Innovi et Synlab. Donc, on a donc aussi au niveau social, oui, si on peut passer à la diapo suivante, merci Valérie. Au niveau social, on a donc un secteur qui pèse de façon importante avec ses 50 000 salariés, mais aussi finalement une responsabilité sociale de ces groupes qui est importante dans la mesure où les plus gros d'entre eux regroupent ou en tout cas consolident presque la moitié de l'ensemble des salariés du secteur. Donc on a aussi des conséquences de cette concentration sur le plan de la négociation et du pouvoir de négociation vis-à-vis des pouvoirs publics, par exemple, ou même de la profession, c'est-à-dire des biologistes. Quand on a la moitié du marché avec 3 groupes, c'est vrai que le pouvoir de négociation vis-à-vis de l'État, dans le cadre réglementaire, dans le cadre des tarifs, ça pèse plus. On a vu récemment la grève des biologistes qui a eu un impact quand même sur qui a mis aussi en évidence cette espèce de bras de fer ou de levier dont disposent les grands groupes. On a la partie économique. La partie économique qu'on va développer un petit peu parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des enjeux importants sur un phénomène de concentration qui s'est fait avec un endettement très élevé et avec des prix de rachat de laboratoires très élevés également, et donc une sorte de retour ou de risque qu'on voit aujourd'hui, puisqu'en contrepartie de cette concentration et de part de marché très importante des principaux groupes, on a aussi des endettements qui deviennent stratosphériques, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas très élevés. Vous avez là les principaux rachats, acquisitions là, sur les 2 dernières années. Vous les regarderez de façon peut-être plus précise. Il y a eu quand même beaucoup de choses. On retrouve systématiquement Biogroupe, Serva, Innovi, c'est-à-dire les 3 premiers groupes ont fait un petit peu leur marché, y compris dans une période post-crise sanitaire, même 2021-2022. C'est-à-dire que la crise sanitaire n'a pas freiné la logique de rachat. Donc, on retrouve Cerba, avec notamment le rachat du groupe Labexa, qui était un des principaux rachats de l'année 2001, de fin 2021. On a aussi Bioclinique, qui a été racheté par Innovi. Ça, c'est des grosses opérations qui se jouent sur plusieurs centaines de millions d'euros. Et si on comptabilise à peu près l'ensemble des flux financiers qui ont été mis en route sur les 2 dernières années suite à ces rachats, c'est plus de 1,5 milliard d'euros. On a donc quand même au niveau financier des sommes très importantes qui sont engagées dans des opérations de rachat de laboratoire. Là, on ne parle pas d'investissement industriel ou d'autres. On est vraiment sur du rachat de laboratoire, du rachat de parts de marché quelque part, qui vont avoir effectivement un impact en termes d'endettement parce que l'intégralité ou la quasi-totalité de ces acquisitions se font par recours à la dette. Alors, on avait un petit peu déjà évoqué lors du précédent webinaire de l'année dernière cette bulle spéculative qui se mettait en place. Je la rappelle rapidement, une forte attractivité financière des laboratoires de biologie médicale,
qui attire les fonds financiers, qui sont prêts à mettre des prix très élevés dans les acquisitions parce qu'ils ont un accès plus exactement à l'emprunt facile. Derrière, cet endettement augmente. Pour rentabiliser et faire face à la charge de la dette, on optimise les coûts, on rationalise et on dégage des bénéfices élevés qui permettent après de revendre avec une plus-value, ce qui alimente l'attractivité financière du secteur, etc., etc. Donc ce schéma-là, il était assez significatif. Il y avait un emballement qui s'est fait, en tout cas jusqu'à mi-2022, où à partir de la fin du premier trimestre 2022, on a quand même des évolutions de taux d'intérêt importants. Vous avez mis le petit graphique en bas à droite qui permet d'avoir une idée quand même de l'augmentation des taux d'intérêt liés notamment à la tentative de maîtriser l'inflation. Mais ces taux d'intérêt ont connu une hausse très importante et très brutale sur la période 2022-2023 et ça se poursuit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les dettes deviennent chères et les taux d'intérêt payés sur les dettes sont à des niveaux élevés. Alors, avant de passer à cette slide-là, voilà, juste pour repréciser que quand on a l'engagement de dette à hauteur d'1 milliard ou 1,5 milliard, une augmentation de taux de 1 à 2% entraîne des charges d'intérêt particulièrement élevées. Et là, on est quand même sur des risques. Surtout si les emprunts ont été faits à des taux variables, on est à des risques que la dette ou le niveau d'endettement devienne insoutenable pour ceux qui ont été trop loin dans le recours à la dette par rapport aux opérations qui ont été faites. C'est un des points de vigilance à avoir de notre point de vue sur l'exercice 2022-2023. Alors, pour terminer peut-être la partie économique sur la manne du Covid et ce qui a pu avoir comme conséquence sur les résultats et les bénéfices de ces laboratoires, notamment sur l'exercice 2021, mais qui va se poursuivre peut-être à un autre niveau en 2022. Les points de repère sur les grands chiffres. La crise sanitaire, c'est-à-dire essentiellement les tests, ont généré des dépenses supplémentaires sur la partie dépenses de biologie médicale par rapport à la sécurité sociale, 5,7 milliards sur l'année 2020 et 2021. Ça se poursuit encore un peu en 2022. Donc, la Caisse d'assurance maladie estime sur les 3 années 2020, 2021, 2022 un impact de plus de 7 milliards d'euros uniquement sur cette partie test. On voit que sur le reste, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, on a quand même un impact important et cette manne supplémentaire liée à la crise sanitaire et aux tarifs de remboursement des tests a eu comme conséquence une forte augmentation du chiffre d'affaires des laboratoires, plus 4,3 milliards d'euros. Là, c'est vraiment des éléments importants parce que c'est des sommes significatives et qui ont clairement apporté des ressources financières supplémentaires à ces grands groupes, à tous les laboratoires de biologie médicale, qui dégagent donc un chiffre d'affaires, si on peut passer à la diapo suivante, qui dégage un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards d'euros, du coup, en 2021. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où on était en valeur normative à peu près à 5 milliards d'euros sur la période 2015-2019 à 7 milliards d'euros en 2020, puis 9 milliards en 2021, uniquement liés à ces ressources supplémentaires apportées par les tests PCR. Alors oui, il va y avoir une baisse qui est attendue pour 2022 de l'ordre de 20%. Néanmoins, en 2022, le chiffre d'affaires devrait normalement être encore supérieur au niveau de 2019. Et avec encore des effets, moins importants bien sûr, mais encore des effets un peu de cette crise sanitaire sur les résultats et le chiffre d'affaires des laboratoires. Alors, comment ça se décline en termes de profitabilité et de bénéfices ? En fait, les bénéfices des laboratoires ont progressé dans des proportions presque similaires au chiffre d'affaires. Alors, c'est un raccourci peut-être un peu rapide. Pour autant,
les taux de rentabilité, les taux de profitabilité des laboratoires ont quand même progressé dans les proportions importantes. Donc là, la page suivante vous montre qu'on a en moyenne sur la période 2016-2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, des taux de profitabilité élevés, c'est-à-dire 13,5%. 13,5%, ce sont des taux qui sont élevés déjà avant la crise sanitaire et qui bondissent, qui progressent, même de façon, de notre point de vue, démesurée. Première partie en 2020, surtout en 2021, avec des taux qui en moyenne, flirtent, on va dire, avec les 20%, qui sont des taux quand même extrêmement élevés et qui sont des taux qui sont aussi à prendre en compte après avoir payé l'intégralité des coûts spécifiques à cette crise sanitaire, charges de personnel supplémentaires par exemple, réactifs, etc., équipements. Donc là, on est sur ce taux de profitabilité dans des ratios qui sont nettement plus élevés que les années précédentes, y compris après la prise en charge de l'ensemble des coûts supplémentaires que la crise sanitaire a engendré. Alors, pour terminer, puis avant peut-être de passer à la phase questions-réponses sur la partie économique, la question est bien de savoir qu'est devenue la manne du Covid. En définitive, qu'est-ce que ces recettes supplémentaires qui sont issues de la crise sanitaire sont devenues? Alors, évidemment, on a cette partie, on a payé effectivement des coûts supplémentaires en termes de personnel. Il y a eu quelques primes qui ont été versées. Ça, Carole va bientôt nous en parler. Achat de fournitures, etc. Néanmoins, les bénéfices sont restés très élevés après cette prise en compte de l'intégralité des coûts supplémentaires, y compris sur le financement des investissements qui ont été réalisés. C'est vrai qu'il y a eu une communication de certains laboratoires qui ont dit qu'il y a eu des investissements importants. Oui, il y a eu quelques investissements qui ont pu être faits, mais ces investissements ont été amortis dans un délai très court, compte tenu des bénéfices très élevés qui ont été dégagés. Qui dit bénéfice, dit distribution de dividendes, et effectivement, on s'aperçoit que sur les résultats de 2021, sur les bénéfices importants qui ont été réalisés, une part significative, voire dans certains cas la totalité des bénéfices réalisés par les laboratoires ont été remontés aux dividendes, donc dans un espèce de schéma de remontée par strate des laboratoires vers la holding tête de groupe, de la holding tête de groupe vers les fonds financiers. En définitive, on s'aperçoit que les recettes supplémentaires issues de la crise sanitaire, une partie importante de celles-ci, ont finalement servi à rémunérer les actionnaires dans le cadre de la structure financière des groupes et des principaux groupes qui interviennent sur le secteur. Voilà, peut-être passer à une partie questions-réponses s'il y a quelques éléments. Donc là, je laisse la parole peut-être soit aux différents intervenants, soit à Valérie, si tu as pu voir quelles étaient les questions. Voilà, je veux bien reprendre ce point. Effectivement, j'ai suivi les questions qui ont été posées. Alors, je vous encourage à en poser même maintenant. Allez-y. On en a eu quelques-unes qui ont été traitées en direct. Il y a une série de questions qui sont restées ouvertes. On peut les aborder ici. Et Stéphane, tu peux peut-être apporter de nouveau quelques éléments de réponse. Alors, une participante nous dit que les bio disent qu'avec l'accord triennal depuis 10 ans, ils ont fait une économie de 5 milliards. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres, mais effectivement, il y a eu des économies qui ont été faites. Et puis, on nous signale que le chiffre d'affaires a baissé, mais que le bénéfice va rester conséquent. Alors, effectivement, pour répondre à cette question, et notamment, par exemple, sur les 5 milliards, nous on essaie d'estimer, en fait, sur la manne du Covid, c'est-à-dire sur les 7 milliards d'euros spécifiquement liés à la crise sanitaire qui ont été versés aux laboratoires dans le cadre de cette période, la 2020-2021-2022. Les bénéfices nets qui restent après prise en compte de l'intégralité des coûts de personnel, pour nous, c'est à peu près 1,7-1,8 milliards d'euros. Donc, 5 milliards en 10 ans, vous vous rendez compte qu'en 3 ans à peine, on va dire 2 ans et demi, 2020, 2021, 2022, les laboratoires ont récupéré, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ont pu bénéficier d'un apport de 1,7 milliard.
Du coup, les chiffres, ils sont plutôt en faveur, pour le coup, des laboratoires. C'est-à-dire que quelque part, même sur le protocole d'accord à venir et les tensions qu'il y a eu avec l'assurance maladie sur les 250 millions d'économies qui sont demandées, 250 millions d'économies par rapport à 1,7 milliard de bénéfices nets réalisés suite uniquement à la partie de la crise sanitaire, l'équilibre il est quand même plutôt en faveur des laboratoires de notre point de vue qu'en faveur, je dirais, de la caisse d'assurance maladie. Après, sur la baisse d'activité de 2022, oui, ils vont avoir une baisse de chiffre d'affaires, il n'y a pas de problème. En revanche, les bénéfices, ils vont rester probablement à un niveau élevé. Ils étaient déjà élevés avant la crise sanitaire, ils le restent après. Donc, de ce point de vue-là, n'ayez pas d'inquiétude, même si le chiffre d'affaires recule probablement aussi dans des proportions importantes, le reste, je dirais, reste en termes de marge, va rester confortable. La difficulté qu'il peut y avoir en revanche, c'est est-ce que la marge qui va rester va être suffisante aux yeux des actionnaires pour faire face à leurs contraintes financières liées au remboursement de la dette ou au taux d'intérêt à payer. C'est un peu la difficulté aujourd'hui. Alors, merci Stéphane. Je pense que ça a répondu à la question qui avait été posée. Il y a un autre thème qui n'était pas directement traité, mais je pense qu'il peut être intéressant d'en discuter. Une participante nous dit que sur la région PACA, les ARS parlent d'un contrôle plus strict sur les ouvertures de sites, puisque cette région serait surchargée. Alors, c'est peut-être l'occasion de préciser qu'en ce moment, il y a de fortes discussions avec les pouvoirs publics, à la fois sur les sites, sur l'avenir de la biologie, sur un nouvel accord triennal. Peut-être également que c'est le temps où les participants peuvent intervenir directement. On a dû ouvrir les micros. Peut-être que des participants ont des questions à poser en direct ou des demandes liées à ce que l'on vient de dire. Voilà, Stéphane, tu as des arguments, des éléments à apporter sur cette proposition? Alors, je vois qu'il y a une question qui dit « Quand nos bio nous disent qu'ils ne s'en mettent pas dans les poches alors qu'ils remontent 90% des bénéfices au groupe, donc forcément aux actionnaires. » Alors effectivement, vos bio, c'est là où il peut y avoir quand même une distinction, c'est-à-dire que les biologistes, personnes physiques, aujourd'hui n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir dans les laboratoires et ils ne perçoivent pas directement les dividendes puisque c'est les actionnaires, fonds financiers qui, par le biais de mécanismes juridiques, bénéficient directement des dividendes, des résultats. Alors, les biologistes, personnes physiques, peuvent avoir aussi une rémunération liée aux résultats et puis une petite partie des dividendes, mais ce n'est pas eux qui contrôlent les choses et ce n'est pas eux qui, effectivement, touchent directement la majorité des dividendes qui sont versés. Les bénéfices servent aux investissements, une petite partie. Tout n'est pas utilisé pour faire les investissements et de toute façon, si on compare le niveau des investissements par rapport au niveau des bénéfices qui sont réalisés, il n'y a pas de comparaison possible. Les investissements sont largement couverts et directement couverts par le niveau de bénéfice qui est réalisé. Et sur les ARS, effectivement, les ARS et même l'assurance maladie, l'assurance maladie a fait un rapport spécifique sur la biologie médicale qui met en évidence ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire que le constat que Syndex fait sur la réalisation de bénéfices très importants de la part des laboratoires en 2021 suite à la crise sanitaire, le fait que ce soit des fonds financiers qui récupèrent quelque part une part significative de cette manne et le versement qui est fait à ces différents actionnaires, chacun a pu faire le constat. L'assurance maladie l'a fait. Et là, effectivement, c'est savoir comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent contraindre ou limiter, je dirais, cette financiarisation, parce que derrière, on a aujourd'hui un secteur qui est tellement concentré, le poids des groupes qui est tellement important, que le pouvoir de négociation de ces quelques acteurs financiers face à l'État est important. On l'a vu notamment sur l'évolution des tarifs.
Très bien, merci Stéphane sur ce point. Je pense que la question a été traitée. Je vois que une participante a levé la main. Est-ce que voilà, le micro est ouvert? Oui, bonjour, bon, je suis Catherine et nous, à chaque réunion, on a en ce moment, on travaille en sous-effectif et on nous explique à chaque fois quand on pose des questions et qu'on se questionne sur ces effectifs réduits que c'est à cause de la baisse tarifaire. Enfin, ils mettent en avant la baisse tarifaire, ils ne nous parlent jamais de la LBO, même si on essaye d'intégrer la LBO dans la discussion. Donc, quelle part est-ce qu'il faut faire entre les LBO qui certainement impliquent on serre un peu la vis pour s'y retrouver et la baisse tarifaire de la Sécu. Dans nos réunions, nos employeurs mettent souvent en avant le fait que c'est la baisse tarifaire qui leur pose problème et qui a un impact sur nos effectifs qu'ils réduisent sans cesse. Et quand on leur parle du LBO, ils ne veulent pas en fait, ils ne veulent pas en parler. Donc je voudrais savoir quel est l'impact des deux sur leur politique. Est-ce que la baisse tarifaire est si importante qu'il faut s'en méfier ou est-ce que c'est uniquement le financier qui demande à ce qu'il y ait des économies drastiques de fait? Oui, alors pour répondre, la baisse tarifaire est tout à fait absorbable par les laboratoires par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en termes de marge. C'est-à-dire aujourd'hui, les laboratoires sont en capacité d'absorber une baisse de tarifs. Cette baisse de tarifs, elle va avoir comme conséquence de réduire leurs bénéfices. D'accord? Donc, si on dit réduire les bénéfices, ça veut dire que le fonds financier va avoir moins de ressources financières, je dirais, à sa disposition, en fait. Mais là, vu vos niveaux de bénéfices, hein, vous avez vu, c'est même hors crise sanitaire, vous êtes à 13,5% après impôt, hein, donc tout pris en compte. Donc, ça veut dire que le laboratoire a tout à fait la capacité d'absorber cette baisse de tarifs. Et ça veut dire que s'il y a baisse de tarifs, il y a baisse de bénéfices. Et s'il y a baisse de bénéfices, effectivement, les fonds financiers vont toucher moins d'argent, quoi. Donc, on est quand même plus dans cette logique-là. Tout à fait, merci. Merci Stéphane. Je crois qu'effectivement, c'est une bonne introduction pour la deuxième partie. Tout est une question de proportion et la rentabilité de votre secteur des laboratoires de biologie médicale était tellement élevée qu'une baisse de tarifs va effectivement grignoter la rentabilité, mais on est sur une question de grignotage, hein, et les discussions sont en cours actuellement pour arriver à se mettre d'accord sur le prochain accord triennal justement sur les tarifs. Donc, il faut remettre en perspective, hein, le discours des biologistes. Il y a une baisse, certes, mais c'est une baisse mesurée pour essayer de faire baisser ce taux de rentabilité du secteur qui est très au-dessus de beaucoup d'autres et en tout cas de la moyenne nationale, hein. Comme l'a dit Stéphane, un taux de rentabilité à 13%, c'est parmi les plus hauts des secteurs. Certains tournent autour de 2-3%. Donc, vous voyez, on est dans des proportions quasiment hors normes. Alors, je fais un peu l'horloge parce que là, on est à peu près à la moitié du temps et ça paraît un excellent moment pour passer sur justement la partie sociale, rémunération, avec un premier point sur le contexte inflationniste parce que on parle du Covid, mais il ne faut pas oublier qu'en plus de ce Covid qui a bousculé le secteur, l'inflation s'est invitée au milieu et donne de nouvelles perspectives également. Donc, c'est Carole qui va vous présenter cette deuxième partie. N'hésitez pas, allez-y, poser des questions dans le module par écrit et on traitera après la présentation par Carole les premiers échanges. Effectivement, comme l'a dit Valérie, le contexte est un petit peu particulier, notamment à partir de 2021, mais encore plus en 2022. On a, Valérie, si tu peux passer sur la page d'après, s'il te plaît. On a un taux d'inflation record qui n'a pas été observé depuis plus d'une trentaine d'années, avec des prix à la consommation qui ont augmenté là à fin avril de 5,9%,
Et c'est essentiellement lié à une hausse des prix de l'énergie, mais également du prix des services. Et 5,9%, c'est au global, donc les prix à la consommation. Si on ne prend que le poste alimentation, on est plus à des augmentations de l'ordre de 15%. Et quand on prend en cumul depuis début 2021, l'inflation représente une augmentation de près de 12, un peu plus de 12% sur même pas 2 ans et demi. Donc c'est un contexte complètement inédit qu'on n'avait pas connu depuis de nombreuses années. Vous le voyez dans le graphique du bas où on vous a projeté l'inflation en variation annuelle depuis 1991, on n'avait jamais atteint des niveaux aussi importants. Donc, automatiquement, cette inflation, elle a des répercussions dans les négociations. En fait, les négociations, on va le voir juste après, en 2022, elles ont beaucoup tourné autour de ça. Et les perspectives pour les années à venir, elles devraient normalement diminuer. En tout cas, les prévisions de l'INSEE, ils tablent à peu près sur une augmentation globale des prix à la consommation autour de 5,8% en 2023. La Banque de France est un petit peu plus optimiste, puisque la Banque de France, elle a même tablé à ce que la fin de l'année 2023, on observe une baisse sensible des prix et donc de l'inflation, ce qui ferait grosso modo une augmentation de 5,4%. Et après, les projections sur des plus longs termes, en 2024-2025, que ce soit la Banque de France ou la Banque centrale européenne, ils estiment qu'on devrait revenir vers quelque chose autour de 2%. Mais quand on dit 2%, ça veut dire que l'inflation, elle va continuer à partir de 2024 et même en 2025, mais c'est simplement que les prix augmenteraient un peu moins vite que ce qu'on a pu connaître, notamment tout au long de l'année 2022. Sachant qu'on est encore dans une situation un peu atypique, avec actuellement un bouclier tarifaire qui va jusqu'au 30 juin, donc qui limite les évolutions à la hausse sur le prix de l'électricité et du gaz. On ne sait pas ce qui se fera par la suite. Et on a aussi une pression côté alimentaire, notamment sur la grande distribution, pour essayer de réduire les marges des grandes centrales et faire en sorte que les prix à la consommation ne s'envolent pas davantage. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de regarder par la suite, c'était de voir... dans ce contexte, on vient de l'évoquer, des mannes du Covid et d'un contexte inflationniste extrêmement important, vous, élus des CSE, comment vous avez pu négocier en 2021 et en 2022 et qu'est-ce que vous avez pu réussir à obtenir? Est-ce que c'est à la hauteur des résultats qui ont été dégagés par vos laboratoires? On va voir, on va le détailler en plusieurs rubriques. Donc, on a fait un petit travail à partir de PV qui sont publics sur les négociations qui ont pu avoir lieu sur les années 2021 et 2022. Donc, on a analysé 45 procès-verbaux de la plupart des grands groupes ou des groupes de taille moyenne. Donc, vous allez voir, on a pour l'essentiel donc des extraits de PV des laboratoires Cerba et des entités de Cerballiance. On a des laboratoires Eurofins, Biomnis et toute la partie Eurofins biologie médicale. On a des PV Innovi, Synlab, Unilabs, Biogroup, Willab, Bioclinique et B2A. Et en fait, ce qu'on constate dans ces 45 PV, c'est qu'il y a toujours eu un accord. Entre 2021 et 2022, on n'a pas trouvé de PV de désaccord. Donc parfois, ces négociations, ça a été le fruit de discussions et de négociations assez tendues. Dans certains laboratoires, il y a eu des grèves, il y a eu vraiment des blocages assez longs. Et à l'issue de ces mouvements sociaux, il y a eu des négociations qui ont parfois abouti à des choses assez intéressantes. Ce qui nous a surpris dans l'analyse de ces PV, c'est qu'au sein des mêmes groupes, il n'y a actuellement pas d'harmonisation
entre ce qui se pratique à droite ou ce qui se pratique à gauche. Je prends l'exemple, que ce soit chez Innovi ou par exemple chez Serbe Alliance, on va avoir des NAO qui vont être complètement sur des thématiques différentes, sur des montants de négociations différentes. Donc aujourd'hui, pourtant, il y a souvent des DRH qui sont ou régionales, ou enfin, il y a quand même une organisation qui est faite notamment par région. Et pour autant, moi, je n'ai pas observé, en tout cas, bon, c'est peut-être, j'en ai peut-être pas assez, mais en tout cas, je n'ai pas observé de politique de manière unifiée entre les différentes filiales des groupes. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir dans les accords? Donc, dans ces 45 accords, ce qu'on a pu voir, on a d'abord regardé est-ce qu'il y avait des augmentations générales ou collectives. Donc oui, entre 2021 et 2022, 58% des accords analysés intégraient des augmentations générales ou des augmentations collectives. Et puis, ce n'est pas surprenant puisque il faut le mettre en lien avec le contexte de forte inflation. Donc, en fait, il y a quand même un certain nombre de directions qui ont négocié des augmentations générales ou collectives. Parmi ces augmentations, la plupart, donc 85% des accords, ils proposent des augmentations en pourcentage. Donc, on va le voir, ça peut aller de 1% jusqu'à 4% d'augmentation générale. Et on a une petite minorité d'accords qui, eux, proposent des augmentations en valeur, donc du style 55 € pour tout le monde, ou alors des enveloppes, une enveloppe de négociation. C'est toujours, d'abord, il y en a très peu qui le font, et quand on fait les calculs, parfois il vaut mieux négocier des pourcentages que des valeurs, puisque les valeurs sont fixes. Et on se retrouve souvent avec des enveloppes beaucoup moins importantes. Parmi donc ces accords, on a trouvé seulement un tiers des accords qui présentent des révisions de la grille des minima. On s'attendait à ce qu'il y en ait un petit peu plus, et ça n'a pas été le cas. Alors, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on a dans des PV de NAO, lorsqu'il y a eu des accords d'augmentation, des augmentations générales, les directions se sont bien gardées de mettre des petits items en disant « Attention, si moi je vous accorde cette augmentation générale, ayez bien en tête qu'il ne se substituera pas à l'accord conventionnel et donc vous ne pourrez pas bénéficier et de l'augmentation que là je vous accorde et de l'augmentation conventionnelle qui risque d'arriver. » Et d'ailleurs, on va le voir après de manière explicite sur certains accords. Enfin, on a seulement 20%, ah non Valérie, c'était bon, encore, on n'a que 20% de la page d'avant, 20% des accords qui présentent des mesures distinctives entre les cadres et les non-cadres. Au global, on a quand même quelques accords qui partent là-dessus, mais ça reste quand même assez réduit. Sur les augmentations générales qu'on a pu observer, les grands groupes, généralement, octroient des augmentations à l'ensemble des coefficients de la grille. Ça, on le voit. Mais ils aiment bien pouvoir intégrer des distinctions. Donc, la première distinction qu'on observe dans les augmentations, qu'on a pu voir, ce sont des distinctions par fonction opérationnelle ou des fonctions techniques. C'est-à-dire que les directions veulent bien accorder des augmentations, mais elles veulent choisir à qui elles l'accordent. Et donc, elles font des distinctions en fonction des métiers et pour essayer peut-être de privilégier notamment les métiers en tension. On a également, et ça c'est un petit peu plus surprenant, puisqu'en plus on observe des choses assez variables, on a des augmentations en pourcentage qui varient selon le statut des salariés. Donc, par exemple, entre les cadres et les non-cadres, on observe ce type d'augmentation. Et c'est sûr que 1,5% d'augmentation de cadres, ça vous fait toujours plus que 1% d'augmentation pour le salaire des employés. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on observe. Et donc sur la partie gauche du graphique, ce que vous observez, c'est des exemples, ce n'est pas du tout exhaustif, mais en tout cas c'est ce qu'on a pu relever dans les analyses des PV qu'on a pu observer.
on a trouvé, donc sur la période 2021-2022, des augmentations qui pouvaient aller de 1% chez Eurofins jusqu'à 2 ou 3% chez Serballiance ou Synlab. Et on a trouvé donc jusqu'à 4% chez Innovi, sachant que chez Innovi, c'est encore quelque chose de particulier, puisque c'est une décision unilatérale du groupe d'augmenter de 4% l'ensemble des salariés début 2022, dans un contexte où, à notre connaissance, Innovi devait savoir qu'il y allait avoir une revalorisation conventionnelle de la grille, comme par hasard de 4%. Et en fait, Innovi a présenté ça comme étant quelque chose de positif. Ils l'ont anticipé à quelques mois de la vraie augmentation, puisque la négociation s'est faite en avril avec application des 4% au 1er mai 2022, et Innovi avait déclenché l'augmentation début janvier. Alors, Carole, c'était une page importante, donc on s'est attardé sur cette introduction à ton analyse des PV. Pour faire une mini-pause, je vous propose un petit sondage parmi les participants que je vais lancer pour donner un petit peu plus de concret à ces questions salariales. Donc voilà, vous avez normalement un sondage qui s'est affiché. Je vous invite à y répondre. Et pendant que les derniers participants répondent à ce sondage, je passe sur la page suivante. Donc effectivement, à première vue, là, les sondages qui ressortent, on se retrouve bien dans les exemples qu'on a pu identifier, à savoir, on a fait un zoom sur 3 grands groupes, que ce soit Serballiance, Eurofins et Innovi, pour regarder ce qui avait été mis en place au sein de ces 3 groupes pendant la période 2021-2022. Et ce qu'on observe, c'est que chez Serballiance, par exemple, on a eu à la fois en 2021 une évolution du salaire de base diversifiée, c'est-à-dire selon les métiers, le pourcentage était différent. Donc ça, c'était en 2021. En 2022, ne sachant pas de combien allait être l'inflation et peut-être ne sachant pas encore à la date à laquelle ça a été négocié, quelle allait être l'évolution conventionnelle, ils sont partis sur des évolutions en valeur, donc 50 euros, 60 euros, etc. Sur 2023, donc on a un exemple de Serballiance où il y a eu une évolution en pourcentage qui touchait qu'une partie du personnel, puisque c'était les coefficients inférieurs à 400. Non, c'était toujours sur la page d'avant, Valérie, s'il te plaît. Sur les autres, encore la page d'avant. Je ne suis pas sur la bonne page. Voilà. Sur Eurofins, pareil, on a des évolutions qui sont en pourcentage, mais avec des variations en fonction du statut des personnes, à savoir si elles sont cadres ou non cadres. Et encore une fois, là, on se retrouve dans un schéma où le personnel encadrant a un pourcentage d'augmentation beaucoup plus important que les non-cadres. Après, ils peuvent faire des enveloppes. Il y a eu d'autres choses, effectivement, des enveloppes d'augmentation qui sont liées à l'ancienneté. Donc, c'est aussi un moyen pour les directions de cibler les personnes qu'ils souhaitent augmenter, ceux qui ont un certain niveau d'ancienneté et ceux qui sont en dessous de ce niveau. Et comme je le disais précédemment, Innovi, ça a été un petit peu particulier puisque c'était une décision unilatérale du groupe Innovi d'augmenter l'ensemble des salariés de 4%. Mais ces 4%, ils ont été absorbés quelque part par l'augmentation qu'il y a eu quelques mois plus tard, puisque la grille conventionnelle a augmenté de 4% sur 2022. La page 23, Valérie. 22, pardon. 22. Est-ce qu'on fait un point sur le sondage ? Ouais, peut-être un point sur le sondage et un commentaire quand même sur l'évolution du SMIC en parallèle à ces différents points, puisque je vois qu'il y a eu quelques questions à ce niveau-là. Alors, sur le sondage, donc, on est bien conforme à ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire qu'il y a 33% là, des personnes qui ont répondu, qui ont eu une augmentation entre 0 et 2%, donc ça correspond bien à ce qu'on vient de voir. Et on a 67% qui ont eu
une augmentation entre 2 et 4. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a personne qui a eu plus de 4%. Donc, les directions, je pense qu'elles avaient bien conscience, compte tenu de l'évolution de la valeur du SMIC, de l'augmentation que ça allait générer. Et donc, elles ne sont pas allées au-delà des 4%. Et personne n'a vraiment eu une augmentation supplémentaire. Donc, ce qui veut dire que sur les augmentations générales, malgré la situation qui a été plutôt favorable en termes de résultats dans les laboratoires, il y a eu un rattrapage en augmentation générale, mais qui n'est pas forcément à la hauteur des résultats qui ont été dégagés par ailleurs sur 2021 et 2022. On va voir que les directions, elles ont plutôt privilégié d'autres modes de rémunération et elles sont davantage allées sur des éléments entre guillemets variables que sont les primes PEPA, l'intéressement et la participation. Et relativement assez peu sur le cœur, enfin le salaire de base, que sont les augmentations générales ou collectives. Sur autre point autre levier qui est actionné par les directions, ce sont l'individualisation des rémunérations, c'est-à-dire de pouvoir proposer des mesures individuelles d'augmentation. Alors, on en trouve un peu moins de la moitié, 44% des accords que l'on a pu étudier proposaient des mesures et il y avait 18% qui ne proposaient que des mesures individuelles, aucune mesure collective. Là-dedans, ce qu'on a pu observer, c'est que, on était encore sur la page d'avant, voilà, 60% des accords intégraient des enveloppes d'augmentation individuelle, donc cette fois-ci en pourcentage. C'est assez rare de trouver des augmentations en valeur. Et quand on regarde au niveau des grands groupes, ces augmentations individuelles, elles restent extrêmement limitées puisque les plus basses que l'on ait pu observer, c'est 0,10% d'augmentation en augmentation individuelle et le plus élevé a été de 2,10%. C'est le maximum qu'on ait vu. Donc, même si on cumule, et encore une fois, tout le monde n'a pas eu ni collectif ni individuel, on se retrouve avec des augmentations qui restent quand même assez limitées dans l'ensemble. Et les directions, elles sont davantage allées sur d'autres modalités de négociation. C'est la page d'après, Valérie, s'il te plaît. Les directions... Alors, je vais passer avec plaisir à la page d'après parce qu'on commence à s'approcher de la fin du délai imparti. Par contre, je vois que a posé une question qui peut être intéressante à traiter en direct. Elle nous dit, à part Innovi, les deux autres groupes ont donc eu en plus des augmentations présentées, l'augmentation de la grille nationale. Alors, peut-être on peut traiter cette question. Moi, de ce que j'en ai compris quand j'ai lu dans les accords, que ce soit chez Eurofins, chez Cerba, il y a eu des augmentations, mais par exemple, si Cerba Alliance avait accordé 2% et que la grille a augmenté de 4%, en fait, ils ont eu juste le complément. Ils n'ont pas eu deux fois, ils n'ont pas eu les 4 plus les 2. Alors, sauf peut-être... spécificité dans certains laboratoires, les directions avaient bien mis dans les accords que, dans ceux que j'ai lus, attention, les augmentations n'étaient pas cumulatives, de telle manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas avec une évolution conventionnelle, plus après des négociations de grille individuelle. Mais peut-être que dans certains cas, ça s'est fait. Hein. Mais moi, je l'ai pas, en tout cas, je ne l'ai pas observé. Voilà, donc on peut reprendre la présentation. Il reste trois diapositives, donc l'on va présenter rapidement et puis on basculera peut-être sur les questions-réponses pour rester dans le temps imparti. Donc, au-delà des mesures que l'on a pu voir, augmentation générale ou augmentation individuelle, les directions, dans les accords, favorisent d'autres mesures qui peuvent participer à la préservation du pouvoir d'achat. Le premier élément que l'on voit assez fréquemment, puisque un tiers des accords comportent ce genre de mesures, c'est la mise en place de primes ou la revalorisation de primes existantes, comme par exemple des primes d'ancienneté, des primes d'assiduité, des primes exceptionnelles, des primes fin d'année. On le retrouve assez fréquemment
dans les accords. On a également assez régulièrement la mise en place de primes de trajet ou de transport, donc c'est-à-dire la prise en charge partielle ou totale des abonnements de transport collectif, des forfaits mobilité durable, etc. Ça, c'est vrai que les directions, ils sont sensibles et en plus, souvent, il y a des aides. Donc, elles négocient assez facilement ce genre de primes. On a également vu dans les accords des revalorisations de la part de la participation de l'employeur dans la restauration, que ce soit au niveau des titres restaurants ou des chèques CESU. On a à peu près 29% des accords qui intègrent ce genre de mesures. On a également pas mal de mesures relatives à l'augmentation du nombre de jours d'absence rémunérés pour enfants hospitalisés, enfants malades, etc. On a également des mesures de mise en place ou de reconduction de la subrogation, avec parfois des mesures de prise en charge de la carence la première fois ou de 2 ou 3 fois prise en charge de la carence. On a l'octroi de jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit avec des seuils moins de 5 ans, plus de 5 ans, etc., de manière à faire en sorte que ça puisse fidéliser le personnel. On a quelques accords qui abondent la dotation des œuvres sociales du CSE avec des abondements exceptionnels soit en valeur, soit en augmentant le pourcentage de la dotation. Et puis, on retrouve 2 types de primes. Donc là, c'est moins courant, hein, c'est moins de 20% des accords qui peuvent mettre en place des primes sur les conditions de travail. Par exemple, des primes sur des interventions imprévues, des primes d'imprévus plateau, des indemnités de déplacement, etc. Et enfin, ce que l'on retrouve donc en bas du tableau, ce sont des primes liées à la fonction ou le métier. Parfois, les directions veulent privilégier certains métiers au sein du laboratoire et donc leur octroie des primes comme des primes pour les techniciens du plateau technique, pour les coursiers, pour les techniciens référents. Voilà ce qu'on peut arriver à négocier et avoir la plupart du temps dans les accords. Autre point que l'on a pu observer, alors là, ce n'est pas systématique et votre sondage va dans ce sens. Tout le monde n'a pas réussi ou même pas pu négocier une prime PEPA ou maintenant prime de partage de la valeur. On a trouvé dans les accords seulement 31% des cas. Non, Valérie, page 24, s'il te plaît. Voilà. La négociation de prime de partage de la valeur. Ce qu'on a pu observer, c'est au global, soit parfois elles sont dans les accords, mais elles peuvent également être versées par décision unilatérale. Quand c'est dans des accords, en fait, c'est bien puisque ça permet à ce que 100% des salariés puissent en bénéficier. Dans les labos, on a vu, dans ce qu'on a pu observer, des primes PEPA qui allaient entre 500 et 2000 € par salarié. Et le rapport de branche, il fait état d'un montant moyen de la prime autour de 870 € sur 2021. On n'a pas encore la donnée sur 2022. Et les directions, ce qui a été le levier qu'elles ont davantage actionné sur 2021, mais également 2022, ce sont la mise en place d'accords d'intéressement ou de participation. Valérie, la page 25, s'il te plaît. Où là, on n'a pas les données récentes de 2022, mais ce qu'on peut constater, c'est que le rapport de branche fait état que 44% des laboratoires avaient un accord d'intéressement sur 2021. Ça va peut-être avoir une tendance à diminuer parce qu'en tout cas, au sein du groupe Innovi, la direction est farouchement opposée à la signature d'accords d'intéressement et ne veut plus le renouvellement des accords. On ne comprend pas bien pourquoi, puisque ça permet effectivement de donner une rémunération additionnelle en fonction des résultats de l'entreprise. Donc, étant donné qu'ils sont frileux sur la partie augmentation générale, je ne vois pas pourquoi ils ne se ruent pas sur les accords d'intéressement ou de participation. Et au global, sur la participation, en fait, 56% des laboratoires avaient un accord de participation en 2021. Et lorsqu'il y avait cet accord, quasiment l'intégralité des accords ont donné lieu à versement de participation, compte tenu des résultats records qu'on a pu observer sur la première partie, avec un montant moyen qui était, en tout cas en 2021, de l'ordre de 2 700 €
de versements. Donc, c'est en 2021 au titre de 2020, au titre de 2020, et en 2022, peut-être que vous avez perçu des montants plus importants ou plus faibles. Je saisis la balle au bon et je lance le deuxième sondage qui porte sur le montant de la participation que vous allez recevoir en 2022, puisque c'est un élément important compte tenu du niveau des résultats. On ne peut pas encore faire de moyenne, mais effectivement, donc on était à 2 700 € en moyenne sur 2021. Au regard de ce que vous êtes en train de remplir, on a certainement été encore avec des niveaux de participation assez importants sur 2022. Probablement, là, on en a 6. Donc, on est probablement au-dessus, en tout cas, de 2 500 € en moyenne. En tout cas, dans les personnes qui sont en train de répondre. Il est fort probable que 2023 ne soit plus du tout dans les mêmes dimensions. Déjà parce que les résultats seront peut-être encore très bons, mais les directions, pour certaines, ont fait le choix d'investir massivement et donc de faire en sorte que les résultats soient un petit peu plus faibles sur 2023. Ensuite, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a la baisse de la valeur du B, mais c'est 1 centime. Donc, ça va jouer un petit peu sur le chiffre d'affaires. On ne sait pas encore, puisqu'on n'a pas encore pu faire les analyses dans le cadre de nos missions, voir comment les charges ont été maintenues, mais il est possible qu'il y ait encore des résultats sensiblement élevés sur 2022, permettant encore d'avoir des niveaux de participation importants. Donc là, on en a 9 qui ont répondu. Et alors, en faisant la moyenne à la grosse louche, ouais, on est bien probablement au-dessus de 2 500 €, en tout cas sur 2022. Voilà, oui, c'était un sondage intéressant. Effectivement, la participation a joué plus que précédemment son rôle redistributif, mais pas du tout à la hauteur de ce qui aurait pu être réalisé. On peut peut-être passer aux questions-réponses. Alors, on nous dit dans les questions-réponses que des directions, donc là, on est sur un laboratoire qui appartient au groupe Enovi. La direction annonce que les résultats prévisionnels pour 2023 seraient plutôt de l'ordre de 8% avec la baisse du B. Bon. Alors, ce n'est pas parce qu'effectivement, il y a une baisse de chiffre d'affaires que le bénéfice va forcément se réduire du même montant, mais même si le bénéfice diminuait de 8%, il resterait quand même à un niveau élevé, probablement même supérieur à ce qu'il était en 2019. Donc, même un prévisionnel de 8% de chiffre d'affaires en moins n'est pas catastrophique, ne va pas remettre en cause l'équilibre financier des laboratoires. Alors effectivement, les directions usent aussi de leurs arguments par rapport aux négociations qu'il peut y avoir, mais l'argument financier dans vos entreprises ne peut pas en être un. Quand on regarde effectivement nos expertises dans d'autres secteurs d'activité ou dans des secteurs d'activité qui n'ont pas la même rentabilité, c'est vrai que les négociations sont compliquées et difficiles. Parce que la situation économique n'est pas aussi bonne. Chez vous, vous avez une situation économique qui ne devrait pas poser de problème dans le cadre des négociations de salaire, dans la mesure où les marges et les excédents qui sont dégagés sont importants. Alors, malgré tout, effectivement, on voit que les augmentations de salaire ne couvrent pas l'inflation, c'est ce qui a été montré par Carole. Donc, c'est quand même un point qui est assez étonnant quand on pense les marges de manœuvre qui avaient été dégagées par les laboratoires sur cette période-là, 2020-2021. Ce n'est pas pour autant que les directions d'entreprise ont compensé l'impact inflationniste. Et le seul élément en fait, qu'on s'aperçoit, c'est qu'en définitive, c'est par le biais de primes, notamment la participation, que le rattrapage a pu se faire. Pour autant, la prime, c'est une prime, c'est une seule fois, enfin, c'est ponctuel en tout cas, et donc ça n'a pas la même vertu, entre guillemets, que l'augmentation de salaire. Donc la discussion, elle doit aussi peut-être s'orienter aussi dans ce cadre-là, prime ou augmentation générale de salaire.
C'est vrai que d'une manière générale, il vaut mieux peut-être avoir une augmentation générale de salaire, mais pour cela, effectivement, il faut que les directions soient aussi ouvertes au mécanisme. Oui, oui. Et nous avons un commentaire dans les questions-réponses qui montre que les négociations vont être compliquées certainement sur 2023. Alors, c'est qui dit que dans son groupe, donc je ne sais pas lequel, l'employeur a annoncé une augmentation maximum de la masse salariale de 3,5% sur 2023. Et cette augmentation de 3,5% comprendrait l'augmentation conventionnelle, c'est-à-dire pas de double effet bénéfique d'augmentation conventionnelle à laquelle l'employeur ajouterait un petit coup de pouce. Donc, on voit bien que 3,5% annoncé sur 2023, on n'est pas du tout au niveau de l'inflation annoncée sur 2023 qui devrait quand même être autour de 6%, sans parler de l'inflation alimentaire qui, elle, continue à exploser. Donc, il y a effectivement des négociations compliquées qui risquent de se mettre en place et des batailles de chiffres. Alors, pour appuyer ce que dit Stéphane, on est effectivement dans une bataille de chiffres parce que la rentabilité était de 13%. Les directions commencent à annoncer qu'elle baisserait à 8%, ce qui est loin d'être catastrophique. La vérité sera certainement entre les deux. Donc, il y a des chiffres qui sont annoncés, il y a des discussions qui vont se mettre en place. Alors, Catherine voudrait intervenir. Oui. Voilà, ça doit être ouvert. C'est oui, ça. Non, je voulais juste redire ce que je dis souvent, c'est que notre gros problème, c'est qu'on a des directions qui ne sont pas du tout ouvertes aux négociations. Donc, on est devant des murs et tous les arguments que vous nous donnez, les chiffres, bon, on les a plus ou moins, mais on est bien d'accord qu'ils ont largement de quoi augmenter nos salaires, que nous, certains d'entre nous, dans les entreprises deviennent de plus en plus précaires, mais on n'y arrive pas. Et voilà, moi, je sais que les NAO ont commencé dans certaines filiales. On est à l'enveloppe représente un tout petit peu plus pour ceux qui ont commencé à vue de nez 1% de la masse salariale. C'est des clopinettes, c'est rien. Donc, c'est compliqué et on aimerait bien se regrouper et être un petit peu plus actifs pour se mobiliser peut-être, mais c'est pas trop oui, on ne peut pas dire que vos directions n'ont pas les moyens de faire des augmentations générales de salaire. Mais là, on est dans cette logique de répartition de la valeur qui est créée par les labos. C'est-à-dire qu'on a quand même une logique où je dirais que malheureusement, plus les directions vont faire des augmentations de salaire, moins il va y en avoir à la fin en bénéfice. C'est assez basique finalement, mais on est quand même dans cette logique-là. Et donc, à partir du moment où les directions de groupe sont sur quand même des logiques de maximiser quelque part leurs revenus, leurs profits, forcément, tout ce qu'elles vont lâcher quelque part en augmentation générale de salaire risque de réduire de l'autre côté leurs ressources financières. Et donc, forcément, c'est sûr que les négociations sont difficiles. Alors, Brigitte, tu voudrais également prendre la parole? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, nous sommes en pleine négociation annuelle obligatoire. Là, pareil, les salaires, ils sont favorables à l'augmentation des salaires, mais pas cette année. Ça, c'est la réponse, première réponse. Ils négocient des congés en plus. Oui, on a déjà une prime d'ancienneté qui est liée donc, c'est une prime anniversaire que nous avons au-delà des 15 ans. Donc, le jour du mois anniversaire, donc à 16 ans, on a 60 €. Ils nous proposent éventuellement, donc, nous, on avait dit qu'on voulait des congés en plus parce que jusqu'à présent, ils nous disaient que les congés, ça leur coûtait beaucoup d'argent et qu'ils n'étaient pas trop favorables. Mais du coup, là, cette année, ils nous ont dit, on peut octroyer des congés, mais il faudra choisir ou la prime ou le congé. On n'a pas encore les détails. Ensuite, ils nous octroient des jours de congé enfants malades, mais pour des enfants ALD. Ça, pareil, c'est des choses qui sont dans la loi, qui ne sont pas un plus, ça va impacter. Alors, je ne suis pas contre, au contraire, mais il va y avoir des disparités, il va y avoir de la discrimination là-dedans, de toutes les manières. Ça, ça ne va pas leur coûter beaucoup. Et de plus, face à l'absentéisme qui est de plus en plus énorme encore cette année,
Ils veulent aller sur, on a négocié, on n'a pas de surrogation, on n'a pas de maintien de salaire, mais on a négocié 9 jours de carence à l'année. Et effectivement, ils veulent nous mettre une prime d'assiduité, mais en contrepartie, il faut lâcher des jours de carence. Donc, voilà, donc c'est des NAO qui ne sont pas, enfin, c'est des négociations qui n'en sont pas vraiment en fait. Et voilà, et pareil, on nous limite aussi dans les œuvres sociales et culturelles aussi, puisqu'on négocie approximativement du 100 € par salarié en œuvres sociales et culturelles, en plus, hein, par rapport à ce qu'on a de départ. Voilà. Donc, c'est vrai que j'appelle pas ça des négociations. Vous êtes dans un contexte où ce qui a été négocié en novembre avec une application au 1er janvier, c'était la hausse moyenne de la grille conventionnelle de 3,5. Ouais. Donc, en fait, ils vont se réfugier derrière ça. Et après, comme vous êtes en train de dire, ils vont vous accorder des clopinettes. C'est ça. Ça, malheureusement, on est malheureusement bien d'accord avec vous. Et les faire aller sur de l'augmentation générale qui est quand même, à notre sens, la meilleure mesure parce que c'est celle qui touche l'ensemble des salariés et c'est une rémunération que vous avez de manière pérenne et tous les mois et pas sur un accord d'intéressement ou de participation qui tombe qu'une fois par an avec un montant aléatoire. Ouais. C'est sûr que l'idéal, c'est d'aller là-dessus, mais je vous rejoins complètement. La vraie difficulté, c'est que là, en tête probablement de ne pas aller du tout sur le champ des augmentations générales. Hein. Ou alors très, très peu. Ah, c'est ça, et complètement. C'est ça. Là, ils ont dit pas du tout. De force. En fait, c'est une directive de ne pas aller sur les salaires. Ça, c'est une affaire entendue. Oui, mais après, ils nous disent que c'est pas, il ne faut pas se limiter. Alors, ils disent oui, bon, d'accord, les NAO, on va sur de l'œuvre sociale, mais vous comprenez, il y a quand même tout le reste. Vous avez quand même le maintien des tickets resto, vous avez le jour solidarité gratuit, vous avez la mutuelle, mais la mutuelle, ça a explosé. Le PMSS, il a explosé plus que jamais. Donc, on est sur un accord qui était sur l'ensemble. Et là, maintenant, on s'est rapproché sur un accord de branche. Et du coup, ils vont nous... pareil, ils vont revenir sur la participation. On avait une participation à hauteur de 77% pour l'employeur qu'on avait négocié. Et là, ils vont nous augmenter. Alors, ils vont nous augmenter notre part salariale sans nous augmenter nos salaires. Donc, à un moment donné, on peut pas, on peut plus arriver. Et avec Catherine, effectivement, on avait essayé de travailler ensemble pour faire un mouvement de grève. Et c'est tombé à l'eau parce que les salariés, vu la précarité, vu certaines pressions aussi de l'employeur, ça a été très compliqué. Donc, on n'arrive pas à mobiliser correctement les salariés. Et ça, c'est dommageable. C'est dommage d'en arriver là. Quoi. Alors, oui, effectivement, ça, c'est un autre volet qui mériterait presque un autre webinaire. Alors, on a malheureusement, je joue le mauvais élément puisqu'on est arrivé à la fin du temps. Je voulais juste quand même rebondir sur la dernière question qu'il faudrait arriver à négocier quelque chose au niveau national. Donc, ça rejoint effectivement ce qu'on était en train de dire, Brigitte. À part en raison de l'augmentation du SMIC, pas de miracle. Alors effectivement, je pense qu'on ne peut pas tout débroussailler aujourd'hui, ou on ne peut pas créer de nouveaux leviers, etc. Mais il y en a un qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est cette augmentation du SMIC. Parce que l'augmentation du SMIC, elle est énorme et elle crée un phénomène d'écrasement des grilles. Donc, elle oblige quand même les employeurs quelque part à réagir. Et le SMIC va encore être réévalué puisque l'inflation continue. Donc, très prochainement, durant l'année 2023, le SMIC va encore être revalorisé. Donc, on ne peut pas entendre que les employeurs fassent la sourde oreille et laissent ce SMIC progresser et venir écraser l'ensemble des échelons. Donc, voilà un levier majeur peut-être pour ouvrir des négociations. Alors, c'est vrai, c'est facile à dire, beaucoup moins simple à réaliser, mais c'est quelque chose à ne pas perdre de vue. Et compte tenu de l'inflation qui continue, le SMIC va encore être revalorisé au moins une fois, voire 2 fois dans l'année 2023. Donc, ayez ça en tête pour vous permettre d'ouvrir les négociations.
Alors, voilà, c'était très intéressant. Ce sont des sujets qui mobilisent actuellement, bien sûr. On reste sur des constats génériques, même si on a pu avoir quelques informations sur chacun des groupes. Donc, ensuite, il faut regarder au cas par cas ce qu'on peut faire dans vos laboratoires. Je vous rappelle que l'expertise aussi, le recours aux expertises peut vous aider à connaître mieux votre situation. Parfois aussi sur la politique sociale, faire ressortir des leviers de négociation. N'oubliez pas par exemple que la hausse du SMIC entraîne mécaniquement de meilleurs allègements de cotisations sociales pour les employeurs. Donc voilà, on peut faire un rapide calcul pour leur montrer qu'en fait, sans vous augmenter, ils gagnent de l'argent, ce qui n'est pas entendable. Mais là, on passe sur un autre volet. Merci à tous pour votre participation. On était ravis de partager un peu plus de 7 heures avec vous. Je le redis, allez voir sur le site Syndex et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir d'ici quelques jours le support de ce webinaire. À la fin de ce support, sur la dernière page, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous n'êtes pas forcément sur la région sud, on peut vous orienter vers des intervenants qui sont localisés au plus près de chez vous. Et nous reviendrons peut-être vers certains d'entre vous pour des réponses plus précises que nous n'avons pas pu traiter en direct sur ce webinaire. À moins que Stéphane et Carole aient quelque chose à ajouter, il ne reste plus qu'à vous souhaiter alors un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et puis vous dire merci pour votre participation et à très bientôt, on espère. Merci, au revoir. Bonne journée.